Bon, on va commencer. Bonjour, merci à tous d'être venus, merci pour notre conférence. Donc on va commencer sur ce sujet des eaux non conventionnelles, un enjeu au cœur des transitions écologiques, urbaines et aussi industrielles, qui prend aujourd'hui une place croissante dans les réflexions. Les ressources en eau douce, on le sait, deviennent de plus en plus rares et la pression sur les usages ne cesse de s'installer. Des usages agricoles, industriels ou urbains, et donc la valorisation des eaux non conventionnelles s'impose comme une réponse nécessaire et innovante. On va parler aujourd'hui donc des eaux usées traitées, des eaux de pluie, des eaux grises, autant de ressources jusqu'ici sous-exploitées. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants de référence, 3 partenaires qui vont vous présenter leur expertise, leurs solutions et leur retour d'expérience. Tout d'abord, Étienne Faure, responsable technique et réglementation chez Plume, acteur majeur de la distribution de solutions pour la gestion de l'eau, qui nous apportera son éclairage sur la définition des eaux non conventionnelles, leur typologie et le contexte réglementaire. Benoît Ballandra, président de la société La Baronne Citaf, inventeur et fabricant des citernes souples et spécialiste des solutions de stockage d'eau. Et enfin, Éric Garot, directeur marketing de Jetly, spécialiste dans la fourniture de matériel de pompage depuis plus de 45 ans, qui viendra nous parler des technologies clés qui permettent d'exploiter efficacement ces ressources alternatives. Donc, je vous propose de commencer avec Étienne Faure, donc, qui nous expliquera quelles sont les eaux qui peuvent être récupérées et comment peut-on les récupérer. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Tout de suite, pour préciser le prisme qu'on a choisi autour de cette thématique de conférence dite des eaux non conventionnelles, l'actualité récente, celle de juillet 2024, a valu que des arrêtés et des décrets sortent sur différents usages des eaux qui ont été requalifiées d'impropres à la consommation humaine, les EICH. C'est ainsi qu'on les désigne maintenant. Et ça pour différents usages. Alors, au regard du temps imparti pour évoquer les différentes thématiques soulignées ici, on a choisi un prisme sur cette conférence qui est de se focaliser sur les usages domestiques. Les arrêtés sortis en juillet 2024 traitaient également des usages dans le domaine agroalimentaire, mais aussi dans le domaine agricole. Et ça nous aurait occupé sur un temps beaucoup trop long pour que je puisse vous rapporter toutes les nouveautés qu'il peut y avoir dans ces arrêtés. Alors si on parle de l'arrêté relatif aux usages domestiques, on distingue plusieurs types d'eau non conventionnelles. Celle qui a fait le plus de bruit en termes de nouveautés, celle qui était attendue de longue date, c'est l'encadrement réglementaire pour les eaux grises. Et ce thème de la REUT, vous en entendez parler largement dans l'actualité, c'est un enjeu parce que la principale eau non conventionnelle ou eau impropre à la consommation humaine, déjà encadrée par une réglementation qui était l'eau de pluie, elle était encadrée par une réglementation de août 2008, se trouve être une ressource qui n'est pas disponible dans un certain nombre de territoires. C'est le cas par exemple de Pyrénées-Orientales, tristement célèbres pour leur absence de précipitations. Et à ce titre, l'encadrement des solutions sur la REUT apparaissent comme une vraie piste de progrès pour pallier cette absence de ressources. Pour ce qui est de la thématique des eaux de pluie, à bien distinguer des eaux pluviales, on va faire un peu de vocabulaire. L'eau de pluie, c'est celle qui tombe sur une toiture non circulée. L'eau pluviale, c'est celle qui a ruisselé, qui s'est chargée en polluants, certes moindres que les eaux usées, mais malgré tout des polluants, que ce soit les déjections canines, que ce soit les hydrocarbures qui tombent sur les chaussées. Donc on va parler plus précisément de la ressource eau de pluie. Cette ressource eau de pluie, dès 2008, comme je vous le disais, elle était autorisée au réemploi et plébiscitée au réemploi
des usages assez divers, dont des usages pour lesquels, si on y réfléchit 2 secondes, il pourrait paraître aberrant de continuer à utiliser de l'eau potable, à savoir l'excréta des WC, les usages sanitaires. Mais aussi, bien sûr, des usages évidents que sont l'arrosage en période, enfin tout au long de l'année, mais en particulier en période de sécheresse, pouvoir avoir recours à une ressource gratuite, naturelle, en alternative à une eau potable qu'on a dû traiter. Alors, l'expérimentation, qui était plus qu'une expérimentation, mais la pratique depuis 2008, a montré que assez peu de projets en pourcentage se sont menés en vue de la réutilisation à l'intérieur de l'habitat. En clair, le sujet n'a pas été pris par les professionnels de la construction à l'intérieur de l'habitat, plus particulièrement les plombiers, et la majorité des projets ont été conduits pour de l'arrosage, l'arrosage pour des particuliers ou l'arrosage dans le cadre de collectivités, la réutilisation de cette eau de pluie pour l'arrosage municipal. La nouveauté, pour parler de la nouveauté en termes de réglementation, la nouveauté sur ce sujet, c'est que quelques usages qui étaient encadrés par des dérogations et des demandes d'autorisation sont maintenant totalement ouverts. C'est le cas de l'emploi d'eau de pluie à l'intérieur des établissements scolaires, y compris écoles maternelles et primaires. C'est le cas également de l'utilisation de cette eau de pluie au sein des EHPAD. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, l'eau de pluie réutilisée doit faire l'objet de la construction d'un second réseau. Un second réseau clairement identifié, avec des pictogrammes précisant qu'on est en présence d'un réseau d'eau non potable. C'est comme ça qu'on désigne encore sur les pictogrammes ces eaux qui sont des eaux impropres à la consommation humaine. Donc en termes d'usage, quand bien même on peut, depuis maintenant plus de 15 ans, réintroduire l'eau à l'intérieur du bâtiment, c'est à l'exclusion bien sûr de tout usage alimentaire, de tout usage sanitaire au sens la douche, mais bien au sens de l'excréta des WC. Hein? Pourquoi utiliser de l'eau potable pour tirer la chasse d'eau? Ça semble être une aberration dans un contexte de raréfaction de la ressource. Et l'ambition de cette conférence, c'est de rappeler à tous que c'est de notre responsabilité, à tous, de changer nos comportements, de changer notre approche et de considérer que demain, il y a une valeur d'exemplarité à ce que les collectivités se saisissent du sujet et prennent la vraie mesure de ce que sera notre avenir dans le cadre du dérèglement climatique. Et notre avenir, il va aller vers des phénomènes toujours plus intenses, que ce soit en termes de précipitations concentrées dans le temps qui valent des débordements et des inondations qu'on peut connaître, comme l'alternative avec des phénomènes de sécheresse. Et c'est bien pour ça que la prise de conscience doit aller, je dirais, jusqu'aux politiques, dans ce qu'il y a de plus noble, c'est-à-dire la représentation locale. On est à la veille d'élections municipales, puisque ça sera pour mars 2026. Il est temps que les collectivités prennent le sujet en main, intègrent à toute construction nouvelle de bâtiments communaux des solutions de réemploi. Toute nouvelle construction, c'est une toiture. Et une toiture, c'est quoi? C'est une surface de collecte pour une ressource naturelle, gratuite, et bien entendu, à privilégier sur toute ressource eau potable qui, elle, a fait l'objet d'un traitement et ne justifie pas qu'elle soit employée pour ces usages que j'ai décrits. Alors, je crois que vous avez quelques illustrations. C'est vraiment l'enjeu. Hein. On circonscrit, par rapport à la définition de la conférence, on circonscrit le sujet à l'utilisation à l'intérieur du bâtiment. Bien entendu que pour ce qui est des usages temporaires, il y aura la possibilité de continuer d'utiliser ces eaux de pluie collectées pour l'arrosage en période
de restrictions d'usage. Et la prise de conscience date de 2022, mais cette année où on est réputé avoir eu une année un peu plus pluvieuse que 2022, pour information, il y avait quand même 95 départements en restriction d'usage au 28 août. Et sur ces 95 départements, il y en avait 47 qui étaient au niveau maximal, c'est-à-dire au niveau 4 en termes de restriction d'usage. Donc c'est un véritable enjeu pour toute la collectivité. Pour les particuliers, pour les collectivités, pour aussi les industriels, pour lesquels, dans certains cas, c'est un enjeu de continuité d'activité et un enjeu assurantiel. Alors, je suis très bavard, comme toujours. Je n'ai pas été encore recadré. Je m'arrête là. S'il y a d'autres questions. Écoutez, c'est bon. On peut passer avec du coup Benoît qui va nous expliquer en pratique comment mettre en place un projet de récupération des eaux de pluie. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voulais faire un petit peu d'histoire parce que j'ai découvert quand même qu'on n'était pas dans l'innovation phénoménale avec la récupération d'eau de pluie, puisque, alors je vais faire comme si je le savais, mais en fait je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, les premières constructions connues avec des systèmes de collecte d'eau de pluie ont été découvertes au Moyen-Orient, du côté de Jéricho, 8000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait à peu près 10 000 ans de nous, quoi. Donc on peut se rassurer, je pense qu'on va y arriver. En tout cas, on devrait y arriver. À l'époque, c'était l'eau qui était récupérée, qui était dirigée vers des rochers avec des trous déjà prêts et servait surtout pour la consommation humaine, le bétail et l'arrosage. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Étienne, on a encore beaucoup d'eau potable, on l'utilise facilement, on ouvre le robinet, ça coule. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même de l'eau de pluie qui est une ressource naturelle précieuse et en même temps gratuite et disponible, qu'on n'utilise pas tant que ça au final. Parce que c'est compliqué, parce que les gens s'imaginent que ça va être très enquiquinant à utiliser. Et c'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on change notre approche sur cette eau de pluie qui permettrait de moins utiliser l'eau potable pour des usages plutôt basiques comme on disait tirer la chasse. Pour pouvoir monter des installations de récupération d'eau de pluie, même si normalement au bout de 10 000 ans on devrait avoir un peu l'instinct de stocker l'eau de pluie, l'idéal c'est quand même de vous faire accompagner par des sociétés spécialisées. Donc là vous avez 3 personnes de 3 sociétés spécialisées qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui peuvent vous aider sur plein de niveaux. Donc voilà, vous pouvez en profiter. Du coup, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, je devais présenter définir le besoin. Mettre en place une installation. Donc, on va s'occuper principalement des collectivités, parce qu'on pense que sur les collectivités, il y a vraiment un gros marché. Et en plus, ça serait bien qu'ils nous montrent l'exemple. Et c'est pas forcément, parce que je pense que les particuliers qui stockent déjà de l'eau de pluie le font assez bien sur des petits volumes. Mais là où on a un gros levier, c'est quand même sur les collectivités. En plus, ce qui est pas mal, c'est que ça va pouvoir réduire la facture. Et quand on parle de facture de collectivité, je pense que ça nous parle à tous. Voilà. Je parle aux futurs maires. Voilà. Donc, l'eau de pluie récupérée. Je suis désolé, je prends mes notes parce que je voudrais pas dire de bêtises devant tant de spécialistes. Voilà. La chance qu'on a en France, c'est que la plupart de nos bâtiments sont déjà équipés avec des collecteurs d'eau, c'est-à-dire on a des chéneaux, on a des descentes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et ce qui fait qu'avec un peu d'accessoires, on peut facilement récupérer ces eaux. Donc comme dans tout projet, l'important c'est de savoir ce qu'on va en faire, parce que c'est bien beau d'aller chercher de l'eau, mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne vaut peut-être pas le coup. Donc la première chose, c'est définir les usages. Donc ça va peut-être être, et ça fonctionne déjà pas mal, l'arrosage. Mais comme l'a dit Étienne, l'arrosage, c'est une chose là où on peut vraiment faire un gain, c'est quand on fera rentrer l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments. Une fois qu'on a défini l'usage, il faut aussi définir la faisabilité. Donc ça va être de vérifier est-ce qu'on peut récupérer toutes les toitures, ou alors il va falloir faire des travaux conséquents. Est-ce qu'il y a de la place pour installer un stockage enterré, pour installer un stockage aérien? Se renseigner sur la pluviométrie locale pour savoir quelles sont les capacités de récupération. Et puis voir quelles sont les surfaces de toit disponibles pour ce type, parce que toutes les toitures ne sont pas éligibles.
À ce sujet, j'en profite. Il existe de nombreux sites en ligne qui vous permettent de renseigner votre région, le type de surface de toit, les pentes, etc. et qui calculent automatiquement les quantités d'eau qui vont être récupérées sur une année standard. Ce calcul est indispensable pour pouvoir bien calibrer le stockage en fonction de ce qu'on veut faire. Si je vous donne un exemple, sans trop rentrer dans les détails, un gymnase par exemple qui va faire 25 mètres par 50, on a à peu près 1250 mètres carrés de toiture qui va pouvoir collecter de l'eau. Et en fonction des zones, on va pouvoir récupérer entre 800 et 1500 mètres cubes, donc c'est pas négligeable. Et avec ce genre de récupération sur ce type de bâtiment, on va pouvoir alimenter les WC du gymnase, où lors des compétitions, ou tous les soirs, il y a beaucoup d'eau qui sont utilisées dans les toilettes. Et on va pouvoir arroser les terrains en herbe sur le site sportif qui est environnant. Ce qui fait que normalement, on doit pouvoir passer de quasiment toute l'eau du réseau, ou en tout cas en utiliser qu'une petite partie. Ensuite, sur ces projets, la dernière étape, c'est de constituer l'équipement nécessaire. Et ça, je ne rentre pas dans le détail sur les accessoires de collecte, de filtration, de traitement, de puisage, de distribution. C'est Eric de chez Jetly qui nous en parlera beaucoup mieux que moi. Maintenant, je vais vous proposer deux cas concrets de collectivités qui ont récupéré de l'eau de pluie. Donc la première, c'est le centre horticole de la ville d'Annecy. Donc c'est une installation qui a été faite en 2000. C'est un stockage aérien en citerne souple que nous avons réalisé. Donc l'objectif, c'était de réduire la consommation en eau de ville pour l'arrosage des serres, pour l'arrosage des espaces verts, des massifs de la ville, ainsi que le nettoyage de tout le matériel horticole. Donc après une étude de faisabilité, il s'avère que le besoin en eau était de 513 mètres cubes de stockage pour pouvoir couvrir les usages, même pendant les périodes de sécheresse, ou les périodes, par exemple, de restriction durant l'été 2023. Donc au niveau du site, toutes les descentes d'eau ont été équipées avec des collecteurs de gouttières qui ont des petits préfiltres avant d'être dirigés vers une station de relevage. Et cette station de relevage permettait de remplir la citerne souple. Bien entendu, comme l'a dit Étienne en début de conférence, il y a des réseaux séparés avec une disconnexion entre le réseau d'eau de la ville et les réseaux des citernes pour qu'à aucun moment il puisse y avoir un contact entre une eau de pluie et une eau du réseau qui a été traitée. Ce qui fait que pour l'utilisateur, il n'y a aucune différence dans le sens où ils ne savent pas quand ils arrosent si c'est l'eau qui est puisée dans la citerne ou si c'est l'eau qui vient du réseau d'eau potable. En sortie de citerne, il y a un système de pompe. Et là, on peut aussi bien alimenter les citernes que remplir les tonnes à eau qui, elles, vont aller arroser directement dans la ville les sites. Cette installation, elle a donné lieu à une deuxième installation 3 ans plus tard sur la ville d'Aix-les-Bains, qui est un système tout à fait comparable avec une dimension un peu moindre. La ville d'Aix a un plus petit centre horticole en l'occurrence. Voilà. Et en fait, ce qui a décidé la ville d'Annecy et la ville d'Aix-les-Bains à installer ces systèmes de récupération d'eau de pluie, c'est qu'il y avait une vraie envie de pouvoir continuer à offrir aux gens de la ville les mêmes massifs, les mêmes espaces verts, tout en limitant l'usage de l'eau potable et faire diminuer les coûts de fonctionnement. Voilà. Le deuxième exemple que je vais aborder ici, alors celui-ci il est un petit peu différent, il sort un peu des collectivités locales puisque c'est une exploitation agricole dans la Creuse. Cette exploitation agricole dans la Creuse, en fait l'agriculteur était motivé parce que c'est une exploitation de vaches pour la production de viande. Et les vaches, c'est un animal qui boit énormément d'eau. Et en fait, il utilisait l'eau de la ville. Et avec le prix de l'eau qui augmentait et les restrictions et les indisponibilités en période de sécheresse, il avait besoin d'assurer l'alimentation en eau de ses bovins. Donc du coup, il a récupéré toutes les toitures de son exploitation qui représentaient environ 2500 mètres carrés, ce qui lui permet de collecter 1500 mètres cubes par an. Là-dessus, il voulait avoir une sécurité d'à peu près 2 mois, ce qui fait qu'il a retenu une citerne d'environ 430 mètres cubes qui lui permettait de rester 2 mois sans eau de la ville pour alimenter le bétail.
ce qui lui permettait de faire une grosse économie et de réduire le risque de pénurie d'eau. Voilà. Sur cette exploitation agricole, la grosse différence, c'est que là, on parle non plus d'alimenter des toilettes ou d'arroser. Comme c'est pour donner à boire à un bétail, il y a tout un système de traitement qui a été mis en place pour rendre l'eau potable, alors non pas pour les humains, mais potable pour la norme bovine. Voilà. Et donc, je crois que j'ai fini. Je vais laisser la place à Eric. J'ai parlé peut-être un peu vite. Après, si vous voulez me poser des questions, je suis toujours dans les parages. Je ne me sauverai pas, promis. Eric. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, la récupération d'eau de pluie, ça fait à peu près 30 ans qu'on en fait sur le marché français, plus sur le marché du domestique, puisque la prise de conscience, elle est plus citoyenne que politique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et toutes les cuves qui se vendent encore aujourd'hui sont entre 5 et 10 mètres cubes. Pourquoi? Parce que c'est à peu près ce qu'utilise un particulier. Et c'est vrai que ces dernières années, on est plus passé vers la 10 mètres cubes, puisque la pluviométrie a été un peu différente ces dernières années. Alors nous, on n'est pas fabricant de cuves, c'est pas notre métier. C'est pour ça qu'on travaille avec la Baronne Sitaf. Le but, c'est que l'eau que vous récupérez, elle est à pression nulle. Donc ça veut dire pour en faire quelque chose, pour la distribuer à l'endroit où on en a besoin, il nous faut des systèmes de pompage. Donc Jetline, nous, on est spécialiste du pompage depuis 45 ans, dans la récupération de pluie depuis 30 ans. Donc on a vu les évolutions. On était là un peu avant 2008. C'était plus la Belgique qui poussait sur ce marché. Donc je vais me lever, c'est plus facile pour moi. Si ça ne vous dérange pas, messieurs. Donc à quoi sert le pompage ? Le pompage, c'est un système électrique qui va vous permettre d'augmenter la pression d'eau, puisqu'elle est à zéro, et de la déplacer jusqu'à l'endroit où vous allez l'utiliser. Ce que nous, on a mis sur le marché depuis très longtemps, c'est des systèmes de disconnexion. Je vous explique assez rapidement. C'est que, comme le système dont parlait Benoît tout à l'heure, l'utilisateur, quand il tourne son robinet, il ne veut pas savoir si c'est de l'eau de pluie ou si c'est de l'eau de ville. Donc en fait, on a créé des systèmes qui permettent de faire une bascule eau de pluie, eau de ville, tout automatique, en respectant les normes en vigueur. Alors j'ai pas cité la norme, je crois qu'elle est marquée. Donc c'est la norme EN17 qui est une disconnexion, ils l'ont laissé quand même. Et donc on va avoir aussi des performances hydrauliques adaptées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant on utilisait des moteurs qui sont des moteurs on-off. Maintenant on est parti sur des systèmes à variation de vitesse. Ça veut dire qu'on va amener l'économie d'énergie et l'économie d'eau sur les installations. Alors ça, quand on fait de l'arrosage, puisque les gens l'utilisaient beaucoup pour l'arrosage auparavant, on ne mettait pas de système de filtration, puisque ça part sur un arrosage automatique, il n'y a pas besoin d'avoir un système de filtration particulier. Mais quand on a commencé, nous, à faire de la disconnexion directement sur nos systèmes, c'était pour alimenter les bâtiments. Donc beaucoup de nos installations, aujourd'hui, alimentent les toilettes chez les particuliers. Puisqu'on est vraiment sur cet intérêt-là, c'est de réduire notre consommation d'eau potable sur les excédents. Après, tout dépend de la situation que vous avez, mais aussitôt que vous voulez rentrer dans une maison, il est nécessaire de filtrer votre eau. Donc vous avez des systèmes de filtration mécanique qu'on verra après en image, et après, pour aller encore plus loin, des systèmes UV. Donc le système UV ne rend pas l'eau potable. Le système UV va en fait détruire 99,99% des bactéries. Mais elle ne va pas vous rajouter des minéraux à l'intérieur, donc c'est pas une eau AA. Donc en fait le but c'est d'amener une eau de pluie dans le bâtiment qui ressemble à l'eau potable, mais qui n'est pas de l'eau potable. Pourquoi? Parce que on a un bâtiment qui a un peu plus de 12 ans, on récupère l'eau de pluie depuis 12 ans dans notre bâtiment et on alimente chez nous nos toilettes dans notre bâtiment, puisqu'on a 11 000 m² de toiture et on est entre guillemets presque indépendant au niveau de l'eau potable pour alimenter nos toilettes. Après, je pourrais vous expliquer ce qu'on peut faire aussi d'autre sur ce qu'on a fait d'autre sur notre bâtiment. Donc voilà, le pompage et la filtration.
Je veux bien, Émilie, que tu passes à la suivante. Donc, c'est toujours mieux de voir à quoi ressemblent les produits. Donc ici, c'est des systèmes en pompe de surface. Donc ça, vous pouvez le poser dans un bâtiment, dans un local. Ou alors, quand vous avez des environnements ou des cuves qui sont très très loin, ça peut arriver. Des zones de stockage qui sont plus loin que les bureaux. On utilise des pompes immergées qui sont couplées avec des systèmes à variation de vitesse. Donc là, ce qu'on propose, c'est des solutions complètes qui vont s'adapter aux cuves qui sont sur les installations. Les solutions de filtration, je vous parlais des filtrations mécaniques. C'est quoi une filtration mécanique? C'est vous passez par différents stades de filtration. Ça veut dire que vous bloquez au fur et à mesure, vous ne faites pas du traitement. Vous allez bloquer les particules avec par exemple du 90 microns, après un filtre en 25 microns, et après vous avez d'autres types de filtres qui peuvent être du charbon actif ou des systèmes spécifiques qu'on appelle les VOC, qui sont les composés volatiles organiques qu'on peut trouver en fait dans l'air et qui sont amenés par l'eau sur la toiture. Donc ça, c'est des systèmes assez basiques qui sont utilisés beaucoup dans les installations domestiques, mais qui sont aussi de plus en plus installés dans les installations collectives. Et après, vous avez des systèmes à désinfection UV. Là, c'est vraiment la sécurité top, puisqu'on parlait des etc. Mais maintenant, on peut utiliser cette eau pour laver son linge. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'entre les toilettes, le linge, le lavage de sol, le lavage des véhicules, quand vous pouvez, parce qu'il y a certaines régions où on n'a pas le droit de le faire. Donc vous voyez qu'on peut arriver à des économies entre 40 et si on pousse un peu jusqu'à 50% d'économies sur l'eau potable. Et vous payez tous vos factures d'eau. Le seul problème qu'on a en France, c'est que l'eau est pas chère. Et donc tant qu'on aura cette eau pas chère, alors là on parle en 2025. Si on vient dans 5 ans, ça sera peut-être plus la même chose. Donc il faut prendre conscience aussi de protéger cette eau. Il ne faut pas arriver comme ça a pu arriver en Israël, en Espagne, ou arriver au pied du mur et disent bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Suivante. Merci Eric. On va passer du coup au projet, si vous souhaitez nous illustrer le projet. Merci. Donc là, on vous a mis un des projets où on a fait une installation complète avec un système en pompe de surface. Donc c'est un centre de déchets à Noisy-le-Sec, chez quelqu'un dont on taira le nom, parce que je pense qu'il expose ici. Et en fait, le but, c'était d'alimenter les toilettes de l'installation. Donc, ils ont réussi à faire des économies assez substantielles, puisque pas une seule goutte d'eau potable n'est utilisée aujourd'hui pour alimenter les toilettes de ce bâtiment. Donc un centre de déchets, c'est assez énorme, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de camions. Donc voilà le type d'installation qu'on peut faire. L'alimentation, ici, c'est plus un schéma d'une installation avec des bâches souples. Il faut prendre conscience, en fait, là c'est plus aux collectivités que je parle, s'il y a des gens qui sont de collectivités, c'est à vous de prendre en main cette récupération de pluie. Aujourd'hui, les particuliers l'ont pris en main, les entreprises le font de plus en plus, puisque dans notre groupe, beaucoup de nos bâtiments sont équipés en récupération d'eau de pluie. Donc là, c'est aux collectivités maintenant de prendre en main ces solutions, puisque, pour vous donner une idée, parce que ça parle toujours aux élus, le ROI sur une installation, par exemple, d'un bâtiment technique pour laver tous les véhicules, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, ça tombe bien parce que 5 et 10 ans, c'est à peu près le temps d'un ou deux mandats sur des installations. Donc sachez qu'il y a des industriels qui sont là depuis très longtemps. Alors on n'est pas là, je ne vais pas vous cacher, on est là aussi pour vendre, mais aussi pour vous expliquer qu'il y a des solutions, et des solutions qui existent depuis de nombreuses années. Donc maintenant, il faut y aller. Pour aller dans le sens de ce que rapporte Eric, on parle là de solutions éprouvées par le temps. Et c'est vraiment le choix qu'on a fait dans la sélection des thématiques autour de cette intervention. C'est de dire, en termes d'actualité, c'est vraiment la REUT qui a pris toute la lumière sur qu'est-ce que demain on va devoir intégrer à travers la réutilisation des eaux usées traitées, mais sans vous faire rire, je peux vous annoncer que les solutions, elles sont en train de se construire. Elles sont
aujourd'hui de l'ordre de l'expérimental, ou du moins elles étaient de l'ordre de l'expérimental il y a maintenant 2-3 ans. La réglementation est là, elle fixe un cadre excessivement contraignant parce qu'il y a cette préoccupation sanitaire légitime qui est qu'en aucun cas l'ouverture sur les usages peut engendrer des contre-références. Donc on a une réglementation sanitaire sur la réhute particulièrement exigeante. Je ne vais pas rentrer dans le détail des niveaux de qualité A, A+, mais aujourd'hui, les solutions restent à construire. Il n'y a pas sur le marché de solutions évidentes manufacturées. Les industriels sont nombreux à s'y employer, mais ça reste à construire. On voulait vous parler de solutions éprouvées qui peuvent être des moteurs pour l'action immédiate au niveau des particuliers, mais aussi des collectivités et de cette valeur d'exemplarité. Donc ça existe, les compétences sont là, elles sont largement ouvertes en termes d'aide à ce qui pourrait apparaître comme complexe, mais qui est excessivement simple, c'est-à-dire le dimensionnement. Le dimensionnement, il est juste en rapport des usages. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que potentiellement vous avez comme usage? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Aujourd'hui, la réglementation sur le puits, elle vous ouvre un champ des possibles illimité. Donc, tournez-vous vers les personnes qui sont d'ores et déjà en mesure de vous accompagner sur ces projets. Et j'ai envie de dire, allez-y, go. Merci à nos intervenants. Merci Étienne pour cette conclusion aussi à cette conférence. On peut peut-être passer un temps de questions avec le public. On ouvre la parole au public. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on en a aussi. Bonjour, je suis 300% d'accord avec vous. Sauf que, je ne sais pas si vous avez pris en compte justement le changement climatique, c'est-à-dire qu'avant, sur certaines régions, alors encore une fois, ça dépend des régions, mais on avait des pluviométries qui étaient relativement régulières. On s'aperçoit que c'est de moins en moins le cas, et de moins en moins le cas sur toutes les régions. Donc le dimensionnement au départ de votre citerne ou autre système particulier devra prendre en compte certainement ces variations qui vont être de plus en plus difficiles, à mon avis, à calculer pour chaque projet. Je vais juste vous répondre, j'en ai parlé dans l'intervention. Quand on a commencé à faire de la récupération d'eau de pluie, on avait des cuves entre 1000 et 2500 litres. On est passé à 5000 litres, on est à 10 000 litres pour un pavillon. Donc demain, on sera encore sur des volumes qui seront de plus en plus importants, puisque justement, le marché s'adapte aussi au changement climatique, et ce qui nous oblige à avoir des réserves plus importantes pour pouvoir tenir le même temps qu'on avait il y a 10 ans. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, monsieur, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, il engendre des changements au niveau des précipitations qui valent que le niveau de précipitation annuel est peu ou prou le même qu'il y a 10 ans. Ce qui change, c'est la fréquence et c'est l'intensité. La fréquence tend à s'espacer. On a de moins en moins souvent des précipitations. On a surtout plus de petites pluies. On a des phénomènes exceptionnels de type Cévenol, mais c'est maintenant un vocable qui va être dépassé parce que les pluies Cévenol, on va en trouver à peu près partout. Donc oui, vous avez raison. La force des outils qui ont été développés, c'est que certes ils se basent sur un historique, mais sur un historique daté jour par jour, qui sont les données Météo France. Et ça fait des années qu'elles sont collectées, elles sont maintenant rendues publiques, elles sont maintenant intégrées dans un certain nombre de configurateurs, dont PUM peut s'honorer d'avoir mis à disposition justement à destination de tout un chacun, c'est-à-dire pas simplement des clients enregistrés en compte, mais bien de toute personne qui voudrait aller sur le site bypub.fr et qui pourrait, en tant que particulier, en relation avec le traitement de la donnée, c'est-à-dire les bases de données nationales, celle du CSTB pour les habitations, vous tapez votre adresse
tombez sur la base de données nationale qui vous donne la surface de toiture. Si vous la connaissez, ce qui est mieux, si vous avez été à l'origine de la construction et que vous avez le permis de construire, vous êtes capable de corriger éventuellement s'il y a une erreur dans la base de données. Et en fonction des usages, arrosage sol, arrosage plus excréta des WC, plus troisième usage, le lave-linge cité par mon collègue Eric, vous dimensionnez au regard de votre surface de collecte et au regard des usages, le besoin qui va être le vôtre. D'accord ? On n'est plus juste sur une logique de dire je veux pouvoir tenir 15 jours ou 3 semaines l'été pour arroser le potager. Non, la dimension, elle est tout autre aujourd'hui. Elle est de se dire on doit partir d'une logique de préservation de la ressource. La sobriété hydrique, c'est pas une option, c'est quelque chose qui s'impose à nous tous. Et il est grand temps que les particuliers, les citoyens que nous sommes, fassent le chemin qu'ils ont déjà largement fait à travers la publicité qui a été donnée à ces questions de modification et de changement climatique. Aujourd'hui, on parle de l'eau toutes les semaines, pas dans la revue spécialisée, dans les revues grand public, à la radio, à la télé. Et donc, le terrain est favorable. Tous les particuliers, aujourd'hui, sont sensibles à cette dimension. Donc, il faut que le politique, préoccupé par d'autres thématiques actuellement, prenne la mesure et le bon échelon, c'est l'échelon municipal. Alors, je vais faire une incidence qui n'est pas forcément agréable. Il faut que tous les gens responsables accompagnent les politiques sur le fait de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, sponsoriser pour un maire, je ne peux pas payer ça une cuve, le bac à eau de 300 litres, c'est pas la bonne politique. C'est pas la bonne politique. C'est vraiment changer de paradigme, considérer que l'eau de pluie, c'est une ressource, mais c'est une ressource alternative à quelque chose qui va demain nous manquer. Aujourd'hui, on est encore dans une pensée bisounours. On n'est pas en Israël, on n'est pas en Espagne, on n'est pas en Italie, donc on peut se permettre d'eux. Alors, je ne vais pas revenir sur le manque d'ambition du plan eau avec ses 53 mesures. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Donc, on peut parler à volonté des fuites à hauteur de 20%, du mur d'investissement que représente le changement des réseaux. Dans tous les cas, il faut qu'on se prenne en main. Nous tous, en tant que citoyens, il faut qu'on se prenne en main sur le sujet. Et donc, c'est de l'action collective et de la prise de conscience collective et de la popularisation de ces sujets que viendront les changements. Au nous-en tous. Et en tant que bureau d'études, enfin, pour ceux qui connaissent, effectivement, je pense que les coefficients de Montana vont être revus de plus en plus et de plus en plus rapidement. Avec tout ce qui se passe, enfin, j'espère qu'ils seront revus en tout cas. Et effectivement, on va avoir des décennales, des vingtenales, des centenales, etc., qui risquent de rester décennales, vingtenales et centenales, mais à un niveau certainement supérieur à ce qu'on a actuellement. Et effectivement, vous parlez de calcul. Enfin, à mon avis, il faudra obligatoirement prendre en compte ce genre de choses et multiplier peut-être, ou enfin au moins augmenter les volumes, etc., etc. Et je suis 300% d'accord avec vous. Alors, sans aller dans une réponse trop technique, mais en matière d'eau pluviale cette fois-ci, non pas d'eau de pluie, vous parliez de coefficient de Montana. En matière d'eau pluviale, on a tenu jusqu'à 2017 avec une instruction de 77. Le dimensionnement des séparateurs hydrocarbures, c'est une instruction technique de 77. 1977, heureusement, pas 1800 ou 877 comme pouvait l'évoquer Benoît. Donc oui, on est parfois à la traîne en termes de prise en compte du fait technique, des évolutions climatiques, par tout un chacun et par les pouvoirs publics au premier chef. Parce que la réglementation, c'est de la responsabilité pleine et entière de nos élus. Mais je vous rappelle, les élus, arrêtons de les discréditer, c'est ceux qu'on a choisis, c'est ceux qu'on a élus. Donc c'est vous, c'est nous, on est tous responsables. Donc prenons vraiment cette dimension et travaillons collectivement à l'amélioration, à la divulgation du fait technique, à la démocratisation du fait technique, pour justement
justement prendre en compte ce changement climatique. J'en profite que Étienne arrête de parler. J'avais un dernier petit truc à dire que j'ai oublié. Une des choses intéressantes, c'est que à partir du moment où on a installé chez des personnes des gros volumes de stockage d'eau de pluie pour remplacer l'eau potable, la plupart des gens, ils ont été étonnés parce qu'ils ont moins consommé que prévu. Ça veut dire que quand on parle de sobriété, en fait, la sobriété, je pense que c'est pas si compliqué. C'est juste que quand on ouvre un robinet, on se rend pas compte que derrière, il y a un volume d'eau qui existe. En fait, c'est un volume infini. On n'a aucune notion. En revanche, quand on a un réservoir extérieur, par exemple une grosse citerne souple avec marqué la Baronne Citave dessus, ça marche que si c'est la Baronne dessus. Si c'est pas la Baronne, ça marche moins bien. Mais voilà, j'en profite. Mais en étant un peu plus sérieux, effectivement, les gens se rendent compte quand l'eau est en restriction, le niveau baisse. Et là, on se dit, merde, je suis pas en niveau infini comme quand j'ouvre le robinet. Là, j'ai vraiment le vrai volume d'eau qui est nécessaire. Et comme pour chaque fois, quoi, c'est un peu comme le tube de dentifrice. Plus on s'approche de la fin, moins on en met sur la brosse à dents parce qu'on se dit, je sais pas où elle a rangé les tubes de rechange. Donc, je vois qu'il y en a qui ont le même problème que moi. Mais voilà, tout ça pour dire que la sobriété, elle est vraiment, vraiment possible parce qu'aujourd'hui, on est juste dans un monde où c'est pas très cher, c'est infini et on se pose pas de questions, quoi. Voilà. Il va me reprendre la parole. Un point que je voudrais ajouter, et c'est pas pour être celui qui va conclure, j'espère que vous avez encore plein de questions. Un point qu'on n'a pas évoqué, qui était prévu dès l'arrêté de 2008. La réutilisation de l'eau de pluie, cette ressource naturelle gratuite, elle suppose quand même une chose, c'est qu'on déclare son installation en mairie, qu'on y adjoigne, ce qui n'a pas été expressément précisé dans la présentation, un système de comptage. Ça ne complexifie pas la chose, ça permet juste de dire votre taxe d'assainissement qui est assujettie à votre consommation d'eau potable. Ben, si vous utilisez l'eau en termes d'usage pour arroser, c'est normal que vous ne payiez pas de taxe d'assainissement, à la limite, ça n'a pas lieu d'être compté. Si par contre vous l'utilisez pour réintroduire dans vos toilettes, au final, l'eau de vos toilettes, elle part dans le réseau public, elle part dans le réseau d'eau usée. Donc, logiquement, vous devez payer. Alors, dans le fait qu'on n'ait pas fait beaucoup d'installations, et qu'il y en ait encore moins qui soient déclarés en mairie, il y a le côté franco-français, irréductible gaulois. S'il y a une loi, elle est là pour qu'on la contourne, on est bien d'accord. Bon, demain, dans les préventions que pouvaient avoir certains grands donneurs d'ordre sur l'eau et compagnies fermières au premier chef, il y avait cette prévention en disant l'eau de pluie, vous êtes gentil, mais ça ne nous donne pas des subsides pour renouveler les réseaux, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je pense que ce débat, il est dépassé. Et les fermiers montrent assez, à travers l'intérêt qu'ils portent à la REUC, qu'ils ne sont plus dans ce registre-là. C'est l'affaire de tous. Voilà, il y a un seul message, on doit tous s'en préoccuper. Merci Étienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Une fois que l'eau est stockée dans la cuve, y a-t-il un délai à ne pas dépasser pour pas que l'eau devienne impropre pour la machine à laver, par exemple? Très bonne question. Très bonne question, c'est toute la différence entre les règles qui ont été mises en place dans le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées, où là il y a des temps, 12 heures, 72 heures, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a bien un temps qui est défini, et l'eau de pluie où il n'y a pas de règles. Là, je vais prendre une image, elle est pas un peu triviale, mais l'eau de pluie, aujourd'hui, c'est open bar. D'accord ? Il n'en reste pas moins que, quand je parle d'effort de pédagogie, votre eau de pluie réintroduite dans les toilettes, elle n'est pas crystal clear. D'accord ? C'est ni de l'évian, ni de la cristalline. Elle peut être avec une certaine turbidité, elle peut être... Mais ça, c'est pareil. Il faut communiquer positivement sur la chose. Il faut expliquer. Et ça démarre dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, c'est autorisé dans les écoles. Donc, la maîtresse, elle doit être capable d'expliquer pourquoi l'eau des gamins en maternelle, l'eau des toilettes, effectivement, elle est peut-être un peu jaunasse, un peu... Donc, il y a des dispositifs pour essayer de corriger au maximum. C'est la filtration qu'a évoqué Eric. On peut aller, alors que ce n'est pas du tout obligatoire, on peut aller sur des systèmes de filtration très performants, y compris au niveau microbien que sont la filtration UV.
sans que ce soit une obligation. Mais en termes d'acceptation, c'est, encore une fois, l'affaire de tous que d'aller vers... Et il y a des dispositifs pour venir contrer, que ce soit en termes d'odeur. L'avantage, c'est quoi? C'est que une eau de pluie, c'est une eau qui, au départ, vous n'avez pas traitée. Il n'y a pas eu de chimie pour la rendre potable, il n'y a pas eu... Donc c'est cette dimension écologique qu'il faut souligner. Et par contre, qui suppose un véritable effort de pédagogie. Alors, si je peux rebondir, parce que ça fait à peu près 15 ans qu'on a des cuves de stockage d'eau chez nous, l'eau n'est jamais claire. Elle peut être marron, elle peut être des fois verte, les filtres sont des fois saturés. Après, il est conseillé dans les cuves, tous les 2 ou 3 ans, de nettoyer sa cuve. Et comment on nettoie sa cuve? On le fait à des moments où on est en sécheresse et la cuve est vide et c'est juste un nettoyage de la cuve. Il faut savoir que les cuves sont traitées anti-UV, donc on n'a pas de système de germes qui vont se mettre à l'intérieur. Qu'elles soient enterrées ou en aérien comme la Baronne, elles sont traitées anti-UV. Donc on n'a pas l'eau ne va pas croupir. Voilà. Et après, il faut faire une défiltration. Dans tous les systèmes aujourd'hui de récupération d'eau de pluie, vous faites de la préfiltration. Ça veut dire que vous allez bloquer tout ce qui est lichen, tout ce qui est feuilles, bien avant que ça rentre dans la cuve. Et après, vous pouvez avoir dans la cuve un autre système de filtration, et de toute façon qui est dans la réglementation, qui est de 0,1 mm, non 1 mm, 1 mm. Et donc vous avez une grille avec un passage, et là qui vous permet d'enlever le gros de toutes les matières qu'on pourrait avoir sur les toitures. Dans le même registre, vous êtes excessivement chanceux si, à l'occasion de travaux sur votre commune, sur le réseau d'eau potable, vous n'avez pas eu un jour dans votre vie de l'eau qui coulait au robinet, marron, d'accord? Et là, forcément, c'est de l'eau qui est censée être potable, la couleur est un discriminant immédiat pour dire eh bien alors, est-ce que je peux boucher avec? Est-ce que je peux la boire? Donc, cet effort de pédagogie, il s'entend pour dire, voilà, il y a une ressource alternative, il y a aussi, il ne faut pas se cacher, certaines contraintes ou certaines caractéristiques dissonantes de ce qu'on peut connaître, mais encore une fois, est-ce qu'il est acceptable d'avoir chaque année, à l'occasion du 21 mars, Journée mondiale de l'eau, des reportages télé qui vous disent, voilà la situation de ce qu'est l'eau en Inde, au Bangladesh, et de voir des gens boire une eau dont vous ne voudriez pas pour nettoyer votre voiture. Tellement elle est effectivement turbide, marron, tout ce qu'on veut. Donc, occupons-nous de faire maintenant ce qu'on peut faire pour ne pas se retrouver demain dans une situation où une partie de nos territoires, on n'est pas rentré dans le débat autour des maires, on a beaucoup parlé autour des collectivités, mais des maires qui ne peuvent plus délivrer de nouveaux permis de construire parce que la ressource en eau est le facteur dimensionnant de la politique de la ville, de la dynamique de construction. D'autres conférences évoquaient le zéro artificialisation nette, le souci de boucher les trous, ainsi de suite. Demain, s'il n'y a plus de ressources eau, ben, il n'y a plus de nouvelles constructions, qu'elles soient en élévation ou qu'elles soient en étalement. Merci. Je pense qu'on va clôturer cette conférence. Donc, je remercie nos intervenants et voilà, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Nous avons notre stand au hall 5, Jetly aussi à son stand, voilà, et Étienne sera aussi disponible. Donc, n'hésitez pas pour d'autres échanges. Merci à vous pour votre participation nombreuse. Merci. Merci.